Bonjour, je vous propose de commencer cette séance, la première séance de l'année du séminaire Aventure industrielle. C'est à vous. Alors déjà, donc, je remercie beaucoup à la fois l'école de Paris de Management et la Fabrique de l'Industrie pour cette invitation, je dirais, à laquelle j'ai répondu présent avec beaucoup de plaisir, donc sur la thématique de l'hydrogène. En tout cas, merci. Donc ce que je propose de faire, c'est de décliner cette présentation en trois parties. Une première partie qui va un petit peu insister sur l'intérêt de l'hydrogène dans la transition énergétique. Je vais m'appuyer pour ça sur une présentation de France Hydrogène, qui est l'ancienne association française de l'hydrogène, AFIPAC, qui s'appelle maintenant France Hydrogène, qui est devenue une grosse association à laquelle évidemment dont nous sommes membres. J'aurais souhaité que Philippe Boucly, le président de France Hydrogène, se joigne à moi pour quelques minutes, mais malheureusement, il est en pleine assemblée générale qui a commencé à 16 heures et qui se finit à 19 heures, donc on est vraiment dans les mêmes créneaux horaires. Donc Philippe Boucly s'excuse, mais je vais malgré tout présenter, je dirais, des slides qui m'ont été transmis par France Hydrogène. Une seconde partie où je vais un petit peu m'attarder, mais de façon très informelle, sur les trois grandes façons de faire de l'hydrogène. Et enfin, on va parler, je dirais, de l'exemple par l'entreprise que j'ai cofondée avec mon frère Marc, que je dirige, et qui effectivement a procédé il y a quelques années à une transition vers l'hydrogène et vers l'hydrogène renouvelable. Donc si ça vous convient, je me propose de commencer. Donc, la première partie, donc le titre intitulé, donc c'est une proposition que vous avez faite, un virage réussi vers la production d'hydrogène. On pourrait se définir comme ça, effectivement, parce que c'est un virage que nous avons pris, et je vous reparlerai de l'histoire de l'entreprise. Mais je vais commencer par l'hydrogène. Qu'est-ce que c'est que l'hydrogène? Donc, et en particulier, quel est le rôle de l'hydrogène dans la transition énergétique? Alors l'hydrogène en tant que tel, ça fait je dirais, de nombreuses années qu'on le pratique pour l'industrie notamment. L'hydrogène, on en produit 60 millions de tonnes par an, et c'est essentiellement pour des besoins non énergétiques. Et il existe depuis quelques années une nouvelle utilisation de l'hydrogène qui est, je dirais, de prendre un rôle dans la transition énergétique. Alors de quoi s'agit-il? En fait, lorsqu'on regarde les énergies finales en France, il n'y a que 20% des énergies finales qui sont aujourd'hui satisfaites par l'électricité, qui concentre actuellement 80% de l'énergie, des investissements dans la production des énergies renouvelables. Donc 20% seulement, et 80% du reste, c'est à 85% des énergies fossiles. Donc l'ambition de l'hydrogène, elle est considérable, puisqu'il s'agit de remplacer les énergies fossiles sur la grande majorité de ces 80% qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui par l'électricité. C'est la raison pour laquelle l'hydrogène a pris un rôle aussi important, et je dirais, ce qui sert, je dirais, ce nouvel élan, il y a trois dimensions. La première dimension, c'est bien sûr la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique qui est en train de s'accélérer, pour lequel il y a une prise de conscience quasiment générale. Il y a de moins en moins de personnes qui aujourd'hui ne croient plus au réchauffement climatique. La seconde raison, c'est une raison qui est liée à la dépollution, à la nécessité de dépolluer les villes, puisque l'hydrogène permet, associé donc à une pile à combustible, permet de produire de l'énergie électrique, et donc avec des émissions nulles, puisqu'on ne produit que de l'eau. Et la troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a des technologies aussi bien de production d'hydrogène que d'utilisation d'hydrogène, qui sont des technologies qui sont au point, pour lesquels on a encore, je dirais, des coûts qui sont élevés, mais ces coûts sont élevés du fait, je dirais, d'une quantité d'utilisateurs qui reste très faible. Mais dès qu'on va massifier, je dirais, l'usage de l'hydrogène, et dès qu'on va mailler les territoires, les pays de stations d'approvisionnement d'hydrogène, eh bien c'est un vecteur énergétique qui va considérablement se développer.
Donc là, on rentre dans le cœur du sujet Hafner Energy. Donc Hafner Energy, c'est à la fois une entreprise très ancienne et c'est en même temps une start-up. Nous avons commencé donc notre aventure en 1993. C'est une entreprise familiale, donc une entreprise où, je dirais, nous étions déjà les mêmes actionnaires, c'est-à-dire mon frère Marc et moi-même. Et de 1993, on a réalisé de nombreuses installations déjà qui étaient, où on mettait en valeur la biomasse. Et entre 1993 et 2009, on a fait beaucoup de centrales dites de cogénération, donc de production d'électricité, de chaleur à partir de biomasse. Lorsqu'il y a eu la crise de 2008, on s'est dit, tiens, le prix de l'électricité est en train de se progressivement de décliner, les projets sont de plus en plus difficiles à financer, il y a plus en plus de concurrence parce qu'il y a des structures d'ingénierie qui viennent occuper notre terrain. On s'est dit, ben, on a une longueur d'avance sur la techno d'utilisation de la biomasse, on va essayer de valoriser cette longueur d'avance par une réflexion sur la création de nouveaux procédés à partir de la biomasse. Et donc, nous avons engagé notre réflexion sur l'hydrogène à partir de 2009. Donc, ça fait maintenant, je dirais, largement plus de 10 ans. Et effectivement, à l'époque, on ne parlait absolument pas d'hydrogène pour la biomasse. On parlait d'hydrogène pour l'industrie. Et le seul critère qui comptait, c'était un critère économique. On ne parlait pas, on parlait de réchauffement climatique, mais il n'y avait aucune incitation à s'occuper de réchauffement climatique pour la plupart des acteurs industriels. Donc, c'était quelque chose, si vous voulez, c'était un pari. On n'était pas du tout en time to market, comme on dit, mais on s'est quand même dit, il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à faire, il va se passer quelque chose un jour. Mais on n'avait pas de boule de cristal, mais on s'est simplement dit, bon, on va avancer. En 2015, on a procédé à une première levée de fonds majeure d'1 million d'euros qui, pour l'époque, représentait beaucoup d'argent. Et on a un actionnaire qui a pris 20% de notre capital. Et on a procédé à nos 10 premiers dépôts de brevets, de familles de brevets, donc qui aujourd'hui, on en a déposé de nombreux autres, et on a aujourd'hui une centaine de brevets internationaux. En 2016, on s'est structuré pour prendre la certification ISO 9001 et on a continué de développer notre procédé INOCA, le procédé INOCA, Hydrogen No Carbon, de production d'hydrogène à partir de biomasse. Donc, on a fait la première présentation publique d'INOCA en 2017, ce qui nous a valu d'ailleurs la visite du président de la République dans nos locaux, qui a duré, je dirais, plusieurs heures. Donc, on a François Hollande qui est venu. On devait avoir aussi la visite peu après d'Emmanuel Macron, mais qui finalement a reporté sa visite. En 2018, on a signé un premier partenariat avec, je dirais, la collectivité de Vitry-le-François et l'ADEME pour un montant de 2 700 000 euros. Et on a mis dans l'année qui suit un premier pilote en service en 2019 qui produit donc de l'hydrogène, mais à une échelle de petite dimension. En 2020, alors c'est pas en 2021, mais c'est en 2020, on aura... Ah oui, en 2021, pardon, je suis complètement... On va avoir dans un mois la mise en service de la première grosse installation, puisque c'est une installation qui permet d'alimenter plus de 1000 véhicules légers d'hydrogène à Strasbourg, donc en pleine ville de Strasbourg. Et à partir de 2021-2022, donc on procèdera à une nouvelle levée de fonds qui nous permettra un déploiement massif et international de l'hydrogène. Donc, si on reprend au niveau, je dirais, de la partie développement stratégique, on a accueilli un premier actionnaire, un premier fonds d'investissement en 2015, et on a créé la structure de tête qui s'appelle Hafner Energy en 2015, puisqu'à l'époque, on était un bureau d'études qui s'est transformé en entreprise plus globale. On a bénéficié de financement de BPI-France pour un montant d'1,7 million en 2016. 2017, le contrat avec l'ADEME pour un montant de 2,7 millions. On a fait entrer au capital un nouvel acteur industriel, FIF Industrie, avec une levée intermédiaire, et on a fait une dernière levée proche de 10 millions d'euros en 2019, et qui sera suivie par une prochaine levée fin 2021. Donc simplement, ça permet d'accompagner la croissance. Donc le fonctionnement de notre procédé INOCA est assez simple. Il s'agit de décomposer la biomasse en gaz par un procédé dit de thermolyse. Donc, on va chauffer la biomasse à plusieurs centaines de degrés, à plus de 500 degrés. On va produire d'une part un biochar qui va avoir une valorisation agronomique à haute valeur ajoutée et d'autre part des gaz
qui sont déjà très purifiés, puisque tous les éléments minéraux et métalliques, 99,5%, sont contenus déjà dans le biochar. On va craquer ce gaz à une température de 1200 degrés pour faire un gaz qu'on appelle l'hypergaz. Ensuite, on va le purifier pour faire de l'hydrogène qui va être ensuite comprimé, stocké. Et donc, pour faire simple, on va réussir à produire un hydrogène avec un degré de pureté de 99,99%. Alors, les gros intérêts de la biomasse par rapport à l'électrolyse de l'eau, dont je n'ai pas parlé, ou peu, il y a deux façons de faire de l'hydrogène. Il y en a trois. La première façon, c'est de le faire à partir d'énergie fossile, qui représente aujourd'hui 95% d'hydrogène. Cette énergie fossile, en fait, ça n'est rien d'autre que de la biomasse qui a été transformée par le temps. Donc, quelque part, notre procédé ressemble beaucoup au procédé conventionnel qu'on a adapté à la biomasse fraîche. Mais les procédés conventionnels de production d'hydrogène aujourd'hui à partir d'énergie fossile sont finalement des procédés qui ressemblent en grande échelle à ce que nous faisons avec Inoka. Et la deuxième grande famille de procédés, c'est de casser la molécule de l'eau, H2O, en deux molécules, H2 d'un côté et O2 de l'autre. Donc souvent, l'O2 n'a pas de débouché, donc il est envoyé à l'atmosphère, et l'hydrogène, il est collecté. Et pour faire ça, on a besoin d'utiliser de l'énergie électrique. On a besoin d'utiliser à peu près 40% d'énergie électrique en plus, de plus que la quantité d'hydrogène en énergie qui sera produite. Donc, en termes de pureté, on arrive à avoir une production d'hydrogène totalement pure, c'est-à-dire à 99,99% de qualité, et ça, c'est tout à fait garanti. On a une production décentralisée, on a une efficacité énergétique qui dépasse 70%, ce qui est meilleur que l'électrolyse, puisque l'efficacité énergétique de l'électrolyse aujourd'hui est de 60%, et on aura très rapidement un prix à la pompe à 3 € le kilo. On estime qu'en 2024, c'est le prix auquel qu'on pourra atteindre en 2024. Donc, c'est-à-dire très, très rapidement. 3 € du kilo, je vous rappelle, c'est 3 € pour 100 km. Donc, c'est l'équivalent du coût à l'usage, si on raisonne avec du diesel détaxé, de quelqu'un qui utilise du diesel détaxé dans son véhicule, sachant que le coût de revient du diesel détaxé est de l'ordre de 60 centimes d'euros. Et pas 1,50 € tel qu'on le paye, puisque la différence, c'est la TIPP et c'est la TVA. Donc, les principaux intérêts du recours à la biomasse, on l'a vu, il y a trois façons de faire l'hydrogène. La première, c'est les énergies fossiles. Bien sûr, celui-ci, on connaît l'intérêt, c'est le coût. Par contre, on connaît bien l'inconvénient, c'est qu'à chaque fois qu'on fait 1 kilo d'hydrogène, on émet 10 kilos de CO2. Donc, tout l'intérêt de la production de l'hydrogène par des énergies fossiles, il est complètement compromis par le fait qu'on est fortement carboné. Donc faire de l'hydrogène fortement carboné, ça revient à utiliser une voiture électrique avec un réseau comme le réseau allemand ou le réseau polonais, où on a 500 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc intérêt environnemental assez faible. Donc l'intérêt, évidemment, c'est déjà d'utiliser une énergie renouvelable, de la même façon que si on fait de l'hydrogène par de l'électrolyse de l'eau, on va utiliser de l'électricité renouvelable. Donc on va pouvoir revendiquer un hydrogène neutre en CO2. Donc le premier intérêt pour nous, c'est d'avoir un procédé extrêmement sûr. On travaille à pression atmosphérique, contrairement notamment aux électrolyseurs qui travaillent à des pressions de 20 bars, ce qui nous permet de limiter, enfin pratiquement d'éliminer tous les risques d'explosion. On n'a pas de risque d'explosion au stade de la production d'hydrogène. Ensuite, évidemment, l'hydrogène, une fois qu'il sera produit, sera stocké sous pression. Mais à ce stade, le risque d'explosion au niveau de la production, c'est-à-dire au niveau de notre procédé, n'existe pas. Sachant qu'en plus, on a très peu d'énergie accumulée. On a extrêmement peu on a très peu de gaz accumulé, qui ça représente 0,5 litres d'essence, c'est très peu. Et donc ça, c'est très important parce que la première question qu'on nous pose, c'est toujours sur la sécurité. Et c'est justement un des grands points forts de la production de l'hydrogène par la biomasse. Un deuxième avantage, c'est la simplicité du procédé qui est conçu pour tourner toute l'année, c'est-à-dire plus de 8000 heures par an, sachant qu'une année, c'est 8760 heures. On n'a pas besoin de dépendre du vent ou du soleil. La biomasse, c'est de l'énergie solaire qui est stockée et qu'on peut récupérer à tout moment de l'année. On met en œuvre exactement les mêmes réactions thermochimiques que le vaporéformage des énergies fossiles.
tout simplement parce que la biomasse, ou plutôt les énergies fossiles, c'est de la biomasse qui a été transformée, mais ça reste quelque part à l'origine de la biomasse. Alors, ensuite, d'autres intérêts considérables, c'est de pouvoir générer une économie circulaire. Ce que disait Bruno Le Maire lorsqu'il a présenté le plan hydrogène, c'est que quand on fait de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques, on ne paie pas le solaire. Alors ça, c'est une évidence, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours ça en tête. Mais l'énergie électrique, elle n'est pas gratuite. On paie quoi? On paie fondamentalement l'amortissement des cellules photovoltaïques, et cet amortissement correspond à un coût qui est généré où? En général, à 80% en Chine. Ça veut dire que quand on achète 1 kWh d'électricité photovoltaïque, eh bien, on subventionne, comme disait Bruno Le Maire, fondamentalement, on subventionne l'industrie chinoise. Lorsqu'on utilise ce kilowattheure pour faire de l'hydrogène, et le coût, sachant que le coût, la principale fraction du coût de l'hydrogène, c'est le coût de l'énergie, eh bien, c'est une façon de subventionner l'énergie chinoise. Alors, je ne dis pas l'énergie chinoise ou l'énergie importée, ou c'est une industrie qui n'est pas en France, parce qu'aujourd'hui, la production de panneaux photovoltaïques en France est extrêmement faible, et aujourd'hui, c'est la même chose sur les éoliennes. Lorsqu'on utilise de la biomasse, c'est une valeur locale. Le coût de l'hydrogène produit à partir de biomasse, c'est un coût local. Et ce n'est même pas un coût français, c'est un coût à l'échelle du territoire où sera produit et distribué l'hydrogène. Donc ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup, notamment aux collectivités. Donc on a, en général, ce coût, il est généré dans un rayon de 10 à 50 km autour de l'installation. Le prix de l'énergie primaire, c'est-à-dire la biomasse, c'est un prix extrêmement compétitif. C'est un prix qui est moins cher. Et effectivement, donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un prix local. Un autre intérêt majeur, c'est au niveau, je dirais, d'un des intérêts qu'on recherche pour l'hydrogène, c'est la solution, c'est la performance par rapport à la problématique du réchauffement climatique. On arrive à revendiquer, ça c'est assez unique d'ailleurs, je ne connais pas de procédé équivalent, des émissions CO2 négatives. C'est qu'à chaque fois qu'on utilise un véhicule à hydrogène produit à partir de biomasse, on va pouvoir effacer l'équivalent d'un véhicule à moteur thermique. Pour une raison qui est très simple, c'est que quand on produit de l'hydrogène, on produit du biochar. Le biochar, c'est du carbone. Ce carbone, il est mis en terre pour une valorisation agronomique, pour la fertilisation des sols. Ce biochar ne bouge pas. Il est complètement, il ne bougera pas du sol. Donc, et ça pour de très, 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 je dirais, on a considéré, par exemple, des Indiens en Amazonie qui avaient mis ce qu'on appelait du charbon végétal, qui est le strict équivalent du biochar. On arrive toujours à retrouver ce biochar aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la terra negra, la terre noire. Et ce biochar ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il profite à la plante, mais pour autant, il n'est pas capté par la plante. Eh bien, ce biochar représente 15 kg de CO2 par kilo d'hydrogène. Et 15 kg de CO2, c'est ce que produit aujourd'hui un véhicule à énergie fossile moyen. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on utilise un véhicule hydrogène à partir d'un procédé biomasse, on va pouvoir, en même temps, utiliser un véhicule à énergie fossile dont on va annuler les émissions CO2. Donc, le CO2 qui est libéré par contre dans l'atmosphère, c'est un CO2 neutre qui est dit biogénique, tout simplement parce que c'est un CO2 qui est intégré au cycle carbone des plantes. Il ne crée aucun supplément d'effet de serre puisqu'il correspond à un CO2 qui a été juste, je veux dire, dans les années qui précèdent, capté par la plante, qui est ensuite elle-même utilisée pour la production d'hydrogène. Donc c'est pour ça qu'on considère que la biomasse est une énergie renouvelable malgré le fait qu'on libère du CO2 dans l'atmosphère. Et c'est parfois assez compliqué de comprendre ça et c'est difficile de l'expliquer en 2 minutes, mais le CO2 qui est émis ne vient pas augmenter le taux de CO2 dans l'atmosphère. On a une totale absence, on peut dire, d'émissions atmosphériques, quasi totale, et on n'a pratiquement pas non plus d'émissions liquides. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais là, c'est pareil, le coût de revient, parce qu'on repose sur une énergie qui est extrêmement bon marché, eh bien, ça va permettre de produire
une énergie qui sera compétitive vis-à-vis des énergies fossiles. Donc, le coût de la biomasse est un coût qu'on connaît depuis 10 ans, aussi bien en France qu'à l'étranger. Il est tout à fait stable, il ne bouge pas. C'est un coût qui est aujourd'hui, pour la biomasse la plus noble, aux environs de 22 € du mégawattheure, sachant que l'électricité industrielle se paie en France environ 80 € du mégawattheure et en Allemagne plus de 120 € du mégawattheure. La notion aussi de production décentralisée, de petite dimension, est très importante. L'hydrogène est un gaz dont on a vu qu'il se stockait difficilement. Pour le stocker, il faut le comprimer. Et lorsqu'on met de l'hydrogène dans un camion, un semi-remorque qu'on appelle des tubes trailers, on ne transporte que 300 à 400 kg d'hydrogène, ce qui veut dire que le coût de revient du transport de l'hydrogène est extrêmement onéreux. Il représente jusqu'à 50% du coût total de l'hydrogène, de l'ordre d'1,50 € le kilo. D'ailleurs, c'est voilà, ce qui est présenté ici. Les contraintes de coût et de stockage sont fortement diminuées puisqu'on fait une production au fil de l'eau. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir de stock tampon dans l'attente de livraison de camions qui n'ont pas l'autorisation de rouler, notamment le week-end. Alors, une question qu'on nous pose très, très souvent, c'est « mais la biomasse, est-ce qu'on en aura assez ?» Nous avons fait des calculs, à la demande notamment du ministère de l'Environnement, et ces calculs démontrent que, et c'est un sujet qu'on connaît bien, puisque ça fait 30 ans qu'on travaille autour de cette thématique de la biomasse, même si on équipait 50% de la mobilité française à partir d'un procédé de production d'hydrogène à partir de biomasse, on ne viendrait pas, on ne demanderait pas de raser, enfin de réduire la surface des forêts françaises, ou on ne demanderait pas non plus la plantation de surfaces dédiées pour des plantes qui viendraient en quelque sorte alimenter le procédé Inocar. On n'a pas besoin d'avoir, on ne valorise que de la biomasse aujourd'hui qui n'est pas affectée par une concurrence d'usage et qui est aujourd'hui disponible. La biomasse aujourd'hui qui n'est pas affectée par une concurrence d'usage, c'est 2 fois la consommation électrique française, c'est-à-dire que c'est pas loin de 900 TWh. C'est autant que le pétrole importé en France. On n'a besoin d'aucune mobilisation de terrains agricoles ou de forêts. La biomasse est entièrement issue de l'entretien des forêts, des déchets issus de l'agriculture. Et on va même plus loin, puisqu'on est en train de faire des essais sur des déchets organiques comme les ordures ménagères, et ça marche très bien. On n'aura pas de problématique technologique à faire de l'hydrogène avec des ordures ménagères. La problématique à laquelle on sera confronté, c'est une problématique éventuellement réglementaire, voire sociétale. Alors ça, c'est un petit peu pour vous montrer quelle est l'origine de la biomasse, parce que c'est pareil, souvent, quand on pense à la biomasse, on dit, tiens, c'est les forêts. Non, la biomasse, c'est d'abord les déchets agricoles. C'est le principal gisement de biomasse, ce sont les déchets agricoles, qui ne sont pas valorisés ou mal valorisés par l'agriculture. Et là, on parle de biomasse qui n'est pas affectée par une concurrence d'usage. Les forêts ne représentent qu'environ 20% du total. Les déchets ménagers sont sur un total qui n'est pas loin, finalement, du total de ce qu'on peut récupérer en forêt. Et les effluents d'élevage représentent aussi un gisement assez considérable qui nous intéresse beaucoup. Et ensuite, on a quantité de petits gisements, les bois de taille, les déchets d'abattoirs, les vignes, les issues de silos, les bouts de steppe, l'industrie du lait, les pulpes de betterave, l'industrie de transformation du blé. Donc 982 TWh qui sont à rapprocher aux 884 TWh de pétrole consommé en France en 2016. Dernier point, c'est sur... Je ne vais pas rentrer, c'est trop compliqué parce que c'est trop long à expliquer, donc je ne vais pas rentrer sur ce sujet, mais c'est simplement qu'on fait souvent le procès à l'hydrogène d'une mauvaise efficacité énergétique. Ça n'est pas vrai si on fait de l'hydrogène à partir de biomasse, puisqu'on arrive sur une efficacité énergétique du puits à la roue de 30 kWh, de 30% pour 100 kWh d'énergie primaire, ce qui représente la façon la plus performante de transformer de l'énergie primaire en énergie mécanique aux roues d'un véhicule. Donc, j'ai fini. Donc, vous m'aviez demandé de finir à 20. Il est 20. Je vous remercie beaucoup. On va passer à la partie débat. Alors, Jean-Marc Denis, il y avait déjà 2 questions. Bonjour. Oui, j'ai une question un peu générique, je vais dire ça comme ça. Donc, moi, je participe à un projet en Bourgogne-Franche-Comté qui est en train de prévoir l'installation d'une centrale de production d'hydrogène, mais qui sera basée sur de l'électrolyse.
et puis tout un écosystème autour pour consommer l'hydrogène. Ma question, c'est par rapport à la mobilité électrique, mais plus loin que ça, je suis assez dubitatif sur l'autonomie que peuvent avoir les véhicules fonctionnant avec une pile à hydrogène, de par le volume nécessaire de stockage qu'il va falloir embarquer dans ces véhicules, dans des réservoirs qui vont faire en gros 700 bars de pression. Donc ça, c'est une question un peu générique. C'est qu'est-ce que vous pensez de la mobilité associée par rapport à l'hydrogène? C'était votre première partie d'exposé. Et la deuxième, elle va être plus sur, en fait, la nécessité d'utiliser de l'électricité pour produire de l'hydrogène. C'est encore une fois très générique, mais comment, par exemple, vous obtenez les 500 ou 1000 degrés nécessaires à votre procédé? Avec quelle énergie? Avec quelle source d'énergie? Et quand il va falloir comprimer et liquéfier l'hydrogène pour pouvoir le transporter, avec quelle énergie, encore une fois, on va le faire? D'accord. Alors, donc, il y a deux questions. Donc, la première, alors je suis moi-même utilisateur je n'ai pas de véhicule hydrogène, je serais ravi d'en avoir un, mais le problème, c'est que je n'ai pas de station à porter, il n'y en a pas encore assez, mais je serais ravi d'avoir un véhicule hydrogène. Mais pour autant, j'ai un véhicule hybride rechargeable. Et ce véhicule hybride rechargeable, j'ai une autonomie théorique que je parviens à atteindre si je coupe tous les consommateurs, le chauffage, la clim, que je roule, je dirais, de façon très tranquille. Lorsque vous avez un véhicule hydrogène, notamment lorsque vous voulez chauffer, la pile à combustible elle-même produit de la chaleur, donc vous n'avez pas besoin de rajouter un consommateur électrique. Donc c'est déjà, je dirais, lorsqu'il y a une autonomie annoncée, elle est plus proche de ce que vous obtiendrez, quelle que soit la condition climatique. C'est vrai qu'aussi quand il fait très froid, enfin très froid, même -5, je perds beaucoup en autonomie avec les batteries. Et de ce que je sais, parce que je discute beaucoup avec notamment Mathieu Gardy, qui est le président de Hype, qui sont de très gros utilisateurs d'hydrogène, puisqu'ils ont déjà plus de 120 taxis aujourd'hui, ils vont en avoir 600. C'est que les 500 km annoncés par Toyota pour les Toyota Mirai représentent quelque chose de concret et de réel qu'ils constatent eux-mêmes en utilisation urbaine avec leur Toyota Mirai, sans chercher bien sûr à pousser les moteurs. Donc déjà 500 km, et ça c'est sur la première génération des Mirai, sachant que la Mirai 2 a un accroissement d'autonomie de 30%. Alors, comment on arrive à ça? Donc, effectivement, on a des réservoirs qui sont à 700 bars. La densité énergétique, la densité massique, c'est 42 kg par mètre cube. Et ils arrivent à stocker un total dans la Toyota Mirai première génération d'un peu plus de 5 kg. Et sur la génération suivante, je crois que c'est pas loin de 8 kg. Donc 8 kg, donc on fait 8 42e et ça donne le volume net du réservoir, sachant que le réservoir il a lui-même une certaine épaisseur. Ce sont des réservoirs qui sont logés sous les sièges, notamment sous la banquette arrière du véhicule. Et donc les autonomies, apparemment, les essais qui ont été faits, les utilisateurs de véhicules hydrogène, que ce soit la Hyundai Nexo ou la Toyota Mirai, confirment que les autonomies qui sont annoncées par les constructeurs sont finalement assez réalistes. Bien sûr, on ne s'amuse pas à faire des pointes de vitesse à 150, on roule, je dirais, normalement, mais évidemment, ce sont des véhicules qui vont, de la même façon que les véhicules à batterie, récupérer l'énergie de freinage, et les chauffeurs apprennent à conduire ce type de véhicule pour économiser, pour ne pas devoir perdre l'énergie cinétique du véhicule lorsqu'il freine. Et dans ces conditions, oui, ils ont l'autonomie annoncée, ils l'ont. Réellement. Et c'est une des questions que je me suis posée. Alors moi-même, je n'ai pas cette expérience personnelle parce que j'ai essayé la voiture, mais je n'ai pas fait de grands trajets. Donc moi, c'est quelque chose, c'est un témoignage, mais c'est un témoignage de personnes en qui j'ai toute confiance. Ouais, on a utilisé la voiture, la Mirai, pendant la journée de la mobilité électrique et on a fait des tests avec. Je vous suis là-dessus, mais par exemple, si on part dans le projet Auxerrois, on a une stratégie sur les camions avec un grand fabricant de remorques. Et donc, on va être obligé de mettre dans les semi-remorques des stockages d'hydrogène importants pour donner l'autonomie aux camions. Donc, on est toujours sur cette notion de savoir jusqu'à quelle
hauteur on va pouvoir compresser ce gaz pour pouvoir l'embarquer de façon importante pour avoir une réelle autonomie. Mais bon, sur la mobilité on va pas lourde, répondre aujourd'hui, mais voilà. sur la mobilité lourde, on est plutôt sur du 300 bars. Ouais. Sur 300 bars, on est sur effectivement plutôt de l'ordre de 20 kg par mètre cube. Donc on a besoin effectivement de 2 fois plus de volume et un camion va consommer à peu près 6 à 7 kg d'hydrogène à l'heure. Donc forcément, nécessairement, si on veut effectivement une autonomie de plus de 1000 km, il va falloir effectivement des volumes assez conséquents. Ouais. Et on regarde un peu les camions Nikola et on voit bien que l'espace occupé par effectivement, on est sur des volumes relativement conséquents. Okay. Alors, je ne sais pas si on fera évoluer les camions sur des réservoirs à 700 bars, voire sur éventuellement de l'hydrogène liquide, ça, j'en sais rien. Ça, si vous voulez, la filière compression, ça n'est pas notre cœur de métier. Enfin, la filière compression, la filière cryogénisation. Mais par contre, aujourd'hui, clairement, par exemple, Alstom développe son train à hydrogène qui a une autonomie de 1000 km. Il en a vendu, je dirais, un certain nombre de rames. Je crois que c'est une quinzaine de rames en Allemagne qui roulent déjà et qui ont une autonomie d'un petit millier de kilomètres avec une vitesse qui peut atteindre 140 km/h. Donc, je pense que l'hydrogène a cet avantage par rapport aux batteries d'une meilleure autonomie. Maintenant, c'est vrai que si on compare l'hydrogène à des véhicules à moteur thermique utilisant des carburants fossiles liquides, on est entre les deux. C'est-à-dire qu'on est un peu moins bon que les carburants fossiles, mais on est meilleur que les batteries. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou est-ce que... Alors, non, oui, tout à fait. Enfin, moi, j'avais juste la deuxième question, mais je ne vais pas prendre la deuxième. C'était sur l'énergie que vous utilisez pour faire les 500 et les 1000 degrés. Le procédé qu'on utilise est un procédé, à l'exception de la partie compression, qui pour le moment repose sur des compresseurs mécaniques, donc qui consomment de l'électricité. Toute la partie process, on prélève une partie du gaz pour, si vous voulez, alimenter le procédé. Et c'est une énergie, si vous voulez, on a des échangeurs thermiques qui nous permettent de récupérer la très haute température des gaz pour venir alimenter l'amont du process. Donc, donc une partie de nos brevets repose sur ces échangeurs thermiques qui sont des échangeurs très particuliers. On a malgré tout des pertes, c'est pour ça qu'on annonce effectivement une efficacité énergétique de 70%, ce qui veut dire que si vous avez 100 d'énergie primaire, on va produire 70 d'hydrogène. Ces 70 d'hydrogène n'intègrent pas l'énergie de compression, mais c'est pareil chez nos collègues électrolyciens, qui font de l'électrolyse, pardon, électrolysien, je dis n'importe quoi. Et on est en train de travailler sur une nouvelle génération de compresseurs qui sont des compresseurs thermiques, puisque, je veux dire, on utilise les propriétés des gaz, et on a aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne déjà, mais qui est encore aujourd'hui un TRL, qui n'est pas encore un TRL 8, oui. Mais on aura probablement dans 2 ou 3 ans la possibilité d'utiliser des compresseurs thermiques avec de très bons rendements, et on va récupérer de la chaleur fatale pour comprimer le gaz jusqu'à une pression de 400 bars. Donc demain, on n'aura pratiquement plus de consommation électrique. Donc on garde toujours une petite consommation électrique parce que la biomasse a besoin d'être transférée, il y a des mouvements, mais c'est quelques kilowatts pour une installation qui va produire par exemple 500 kWh d'hydrogène, on va consommer quelques kilowatts d'électricité. Je peux glisser là maintenant une question de Patrick Pellata qui me semble toucher ce sujet. C'est la même chose en fait. Enfin, j'ai entendu la réponse là, c'est-à-dire que vous n'utilisez pas d'électricité. C'est ce que vous dites. On utilise l'électricité pour le mouvement de la biomasse et du char. Et on utilise aussi un petit peu d'électricité pour tracer certaines tuyauteries. Le traçage, ça veut dire qu'on va garder des tuyauteries au chaud parce que dans certaines phases du process, on est sur des gaz qui sont relativement condensables et qui pourraient, dans les phases intermédiaires, on pourrait être confronté à des problématiques de goudron, mais ça représente de toutes petites consommations électriques.
D'accord, ça c'était Voilà. la première question. La deuxième question, c'est finalement le bilan CO2, c'est-à-dire vous vous émettez quand même du CO2, si j'ai bien compris, mais c'est un CO2 qui est inférieur au CO2 qui a été absorbé par la biomasse que vous consommez. Non, Si j'ai bien compris. strictement, enfin oui, le CO2 qu'on libère, c'est strictement le CO2 qui a été absorbé par la plante. C'est un pour un. Oui, mais C'est ce qu'on appelle le CO2 biogénique. d'accord, mais Le statut, comment? en même temps, si vous n'aviez pas libéré ce CO2, la plante aurait consommé un peu de CO2. Donc, de dire que vous ne consommez pas de CO2, c'est une manière de parler. Non, 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 si, non, 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 parce que c'est correct. Non, non, c'est correct. C'est correct, ça. non, pour deux raisons. Ouais. La première, c'est que la plante, elle a une plante. Je veux dire, à un certain moment, par exemple, vous plantez une forêt, la forêt va se stabiliser. La forêt Oui. ne va plus, Ah, d'accord. contrairement à ce qu'on peut penser, l'Amazonie n'est pas nécessairement un poumon, puisque dès que la plante, je dirais, elle naît, elle vit et elle meurt. Lorsqu'elle meurt, elle va elle-même, elle va se décomposer. En se décomposant, elle va libérer du D'accord. méthane, qui est un gaz hautement émissif, et du CO2. Et D'accord. je dirais, le plus gros du carbone va repartir sous forme de gaz dans l'atmosphère. D'accord. Et Ok. donc, en fait, non, la plante, si vous voulez, si on prélève d'ailleurs la plante qu'on va récupérer, la biomasse qu'on va récupérer, c'est une biomasse qui a déjà été coupée. C'est des rémanents. Donc, D'accord. ce sont des bois qui, s'ils ne sont pas récupérés, vont rester à pourrir donc, sur place. Donc, D'accord. après, il y a un autre enjeu qui est éventuellement l'enjeu de la fertilisation des sols naturels je dirais, des plantes en décomposition. Mais ça, on peut le compenser par le biochar. Donc en fait, D'accord. non, on n'a pas de, c'est pas une façon de parler, c'est une réalité qui est parfaitement admise par l'ADEME et qui est parfaitement admise par tous les pays où on a toujours, il est D'accord. clairement entendu que la biomasse est une énergie renouvelable. D'accord. Ah, je peux glisser une question de Jean-Luc Germain sur le méthane. Oui, en fait, enfin, je ne sais pas si je peux poser mes trois questions. Ah non, c'était. Ah ben, vous en avez Sur le méthane, indiqué bon, qu'une alors. Bon, ok. mais allez-y. Alors, C'est- sur c'est- le méthane, il peut y en avoir deux. Bon. La biomasse, quand elle se décompose, effectivement, va émettre du méthane. Le méthane étant un gaz beaucoup plus nocif que le CO2 en matière de réchauffement climatique. Dans votre bilan que vous faites des avantages de votre procédé, vous ne parlez pas en fait de la réduction de production de méthane par l'utilisation de la biomasse. Est-ce que c'est négligeable ou est-ce que c'est Alors, significatif? attendez, reprenez, j'ai pas. Je reprends. Vous avez beaucoup parlé du CO2 et la réduction des émissions de CO2. Et il y a un autre gaz à effet de serre qui est le méthane, Oui. qui est en fait plus nocif que le CO2 sur l'effet de serre. En utilisant la biomasse, vous réduisez en fait la production de méthane par la biomasse qui se décompose. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que cet avantage est négligeable ou est-ce qu'il est un petit peu Alors, significatif ou est-ce qu'il est mesurable? En fait, oui, il est mesurable, mais en fait, ça dépend totalement des biomasses. Si on prend par exemple les lisiers, cet avantage, il est considérable. Lorsque vous avez des lisiers, notamment, je dirais, les lisiers qui sont issus des élevages porcins, aujourd'hui, on peut difficilement les exploiter parce qu'ils ont des taux, je dirais, on a une problématique d'azote et il faut qu'on libère une partie de cet azote organique. C'est une des grandes difficultés auxquelles on est confronté, notamment en Bretagne. Je dirais, on a ces fameuses algues. Et donc, on est obligé aujourd'hui de laisser l'azote, le lisier se reposer avant de pouvoir, le cas échéant, l'exploiter en agronomie. Donc, un des débouchés du lisier, c'est de faire de la méthanisation. Le problème des lisiers est donc effectivement de produire du méthane qu'on va capturer pour le valoriser. Le problème des lisiers, c'est que le pouvoir méthanogène des lisiers n'est pas très bon. Et donc, on va avoir une production très importante de digestat. Et effectivement, lorsqu'on va valoriser les lisiers, on va être obligé nous-mêmes de les sécher un petit peu parce qu'ils sont un petit peu trop liquides, mais lorsqu'on atteindra un taux de siccité de 50% qui est suffisant pour nous, on va pouvoir les valoriser pour faire de l'hydrogène avec. Et là, dans ces conditions, oui, on va pouvoir complètement remplacer
le méthane, qui sont dans des proportions très importantes, par du CO2. Et là, effectivement, il y aura un bénéfice important. Sur les autres plantes, je ne connais pas la réponse. Et c'est certainement quelque chose d'extrêmement intéressant à connaître. Et c'est un sujet où on m'a déjà posé cette question et je ne la connais pas, en fait. Et elle est sans doute connue de certains, certains spécialistes, je dirais, agronomiques, mais moi, je ne la connais pas. Il y a forcément un bénéfice, mais je ne peux pas vous dire dans quelle proportion. Dans votre comparaison entre les avantages de votre procédé et d'autres moyens de production, vous n'avez pas parlé de la filière méthanisation de la biomasse. Oui, alors, si vous voulez, la méthanisation répond à... nous, on a plutôt ciblé des plantes qui sont lignocellulosiques ou des plantes ligneuses ou des biomasses assez sèches. Et la méthanisation s'adresse vraiment souvent à des biomasses qui sont plus humides, avec un fort pouvoir méthanogène. Mais on va pouvoir effectivement se retrouver face aux deux situations. Le méthane va permettre de produire du CH4, qui va donc essentiellement aujourd'hui alimenter le réseau de gaz naturel. Mais on a aussi, et je dirais, il y a notamment des appels à projets qui sont, j'avais tout à l'heure GRT Gaz qui m'a contacté, on a des contacts avec GRDF. Il y a aujourd'hui une carte qui a été produite par GRDF qui montre que finalement la filière gazéification à laquelle nous appartenons sera majoritaire pour la production de méthane. Mais en fait, chaque projet a ses applications. Chacun a sa place. Le méthane, la méthanisation, elle est très adaptée pour des biomasses très humides, notamment en milieu agricole. Et je dirais, chacun a sa place. Mais la méthanisation n'est pas destinée à faire de l'hydrogène. Guy Ferret. Les deux filières sont complémentaires. Sont tout à fait complémentaires. Guy Ferret. Oui, j'ai un peu de mal à me représenter physiquement les flux dans votre mini-usine de production. Pour parler simplement, il faut combien de tonnes de biomasse pour faire combien de kilos d'hydrogène ou combien de semi-remorques chaque jour pour faire rouler combien de voitures toute l'année? Alors, sur un site comme Strasbourg, de mémoire, on va faire rouler en équivalent énergétique 1600 véhicules et de mémoire qui parcourraient 15 000 km par an. Et encore une fois, de mémoire, on est sur un semi-remorque par jour qui a une capacité de 90 mètres cubes avec un foisonnement, donc avec, je dirais, une densité de 300 kg, donc à peu près 30 tonnes de biomasse avec une humidité de 35%, c'est-à-dire qu'on a 35% d'eau dans la biomasse. Donc là, je parle vraiment de mémoire. Donc c'est des choses, si vous voulez, je ne vais pas mettre ma tête sur un bio, mais c'est l'ordre de grandeur. Patrick Pellata a des questions sur ce même sujet. Est-ce que vous pourriez préciser ce qui vient, c'est-à-dire par kilo d'hydrogène produit, finalement, combien de kilos de biomasse, ou plus exactement, combien de CO2 il y a dans la biomasse, de CO2 absorbé par la biomasse en question. Ensuite, combien de CO2 vous émettez et combien d'électricité kilowattheure vous avez consommé. C'est-à-dire qu'on ait le bilan global de l'opération par kilo d'hydrogène produit. Alors, donc déjà, quand on utilise la biomasse, je rappelle un petit peu, on a deux flux de production. On a d'un côté une production carbonée, c'est le biochar, et de l'autre côté, on a du gaz de thermolyse qu'on va craquer, qui va se transformer en syngas, que nous appelons l'hypergaz, qui va lui-même ensuite être purifié avec des procédés sur étagère, c'est-à-dire une WGSR, de Water Gas Shift Reaction, et un PSA. Je ne sais pas si c'est des procédés, si ça vous parle. Mais ce sont des procédés qui sont utilisés pour la production d'hydrogène à partir de SMR. La fraction biochar va correspondre à peu près à 20% de la masse totale de la biomasse à 35% d'humidité et à 30% de la masse anhydre, et va représenter un petit peu moins de la moitié de l'énergie. Ce biochar, il a deux usages possibles. Le premier usage est un usage
énergétique pour remplacer du charbon fossile ou pour remplacer de la biomasse en chaudière, pour améliorer le diagramme de combustion, pour le déplacer vers si vous voulez, le diagramme vers la droite, donc pour améliorer la qualité de la flamme. Mais l'usage le plus pertinent, c'est un usage agronomique. Donc 45% de l'énergie, elle est contenue dans le biochar, mais cette énergie, elle est sous forme d'un carbone dont il est tout à fait pertinent finalement de le séquestrer. Et comme le disait une personne de la Commission européenne que j'ai eue l'autre jour, il disait que l'enjeu majeur n'est pas nécessairement d'aller chercher l'efficacité énergétique à tout prix, mais c'est d'aller chercher l'efficacité climatique. Tout à fait. Donc à partir du moment où vous prenez du carbone, qui est lui-même du carbone d'ailleurs, qui est du carbone qui a été prélevé dans l'atmosphère, que vous le mettez en terre, pour d'ailleurs valoriser la croissance des plantes, eh bien même si c'est de l'énergie, c'est du carbone qui est définitivement séquestré en terre et qui va donc permettre de réduire le taux de CO2. Et ça représente 15 kg, l'équivalent de 15 kg de CO2 par kilo d'hydrogène produit. Donc ça, c'est une première réponse. Et par ailleurs, dans notre gaz, on a un peu de carbone, on a une quantité de carbone qui est significative, puisque c'est seulement, je dirais, c'est à peu près 30% du carbone, il part avec le gaz, et le solde, il est mis dans le biochar. Ce carbone-là, il s'exprime sous forme de CO2, et ce CO2 représente à peu près 12 kg de CO2 par kilo d'hydrogène. Donc si on prend la totalité, on est sur pas loin de 28 kg. Et dans les deux cas, dans un cas, vous avez une séquestration qui est, je ne veux pas dire éternelle, mais qui est à l'échelle d'une vie humaine permanente. Et de l'autre côté, vous avez un CO2 qui est, je dirais, qui est très pur, donc il est très facile de le capturer, puisque de toute façon, il faut qu'on le sépare. Donc on va le séparer. On a plusieurs procédés qui sont envisageables. Le premier procédé, c'est par des amines. Et le second procédé, c'est par cryogénisation, qui est un peu plus cher. Mais à partir du moment où on a une valorisation du CO2, soit par le prix du carbone, soit une valorisation commerciale, il est tout à fait pertinent pour nous d'aller chercher ce CO2. Donc ce CO2 va lui-même pouvoir être récupéré. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on peut très bien utiliser ce CO2 pour venir le recombiner à l'hydrogène si on veut faire du CH4 renouvelable, qui va venir alimenter un réseau de gaz naturel. Oui. Oui. Est-ce que j'ai répondu ? Oui, et la consommation électrique, alors, pour l'ensemble du processus ? Pour nous, elle est très faible. C'est uniquement la partie compression. Je n'ai pas les chiffres parfaitement, mais la compression, elle représente en tout à peu près 20% de l'énergie hydrogène. Mais que c'est valable pour nous comme c'est valable pour les électrolyses. Oui, pour l'électrolyse, oui. Alors notre espérance, c'est même plus qu'une espérance, c'est notre objectif, c'est que demain, on récupérera de la chaleur fatale pour avoir une compression thermique. Oui, cette question chaleur fatale a été. Excusez-moi, hier, il y a eu à l'École des Mines une conférence où Jean-Marc Jancovici intervenait à nouveau. Et on lui avait demandé quel avenir voyez-vous à l'hydrogène. Et il a dit, j'en vois à peu près aucun, en tout cas pour la mobilité, vu les propriétés de l'hydrogène et le rendement total. Et je me rappelle que dans... Justement, c'est là-dessus que... Oui, c'est important parce que ça, très intéressant. Alors, je vais vous dire, on a eu un débat il n'y a pas très longtemps dans une autre conférence avec Didier Holleau d'Engie qui discutait avec des jeunes élèves du mouvement pour un réveil écologique qui développait la même thèse que celle de Jancovici. Et Didier Holleau dit, mais vous oubliez l'énergie fatale. Il y a plein de circonstances dans lesquelles on produit l'énergie sans... Et à ce moment-là, l'utilisation de l'énergie fatale pour faire de l'hydrogène, ça, c'est un bon plan. Alors, si vous voulez, je n'ai pas voulu tout à l'heure vous montrer ce transparent, mais je pense que ça mérite, parce que c'est un sujet que j'aimerais beaucoup échanger avec Jean-Marc Jancovici sur ce sujet, parce qu'il se réfère spécifiquement à l'électrolyse. Oui. Je ne vais pas critiquer l'électrolyse parce que je considère qu'elle a un rôle majeur à jouer, mais c'est vrai qu'en termes d'efficacité énergétique, oui. On a un vrai problème d'efficacité énergétique. Alors, donc, je vais reprendre et je vais vous montrer. Est-ce que là, vous voyez ce diagramme ? Alors, je vais vous expliquer un petit peu, parce que ça, là, on est au cœur ça, c'est une critique qui a été d'abord émise par Elon Musk.
qui a été reprise effectivement par de nombreux. Le grand problème, il est là. Si vous regardez cette première colonne, est-ce que vous la voyez? Oui, à peu près. Donc, si on a un véhicule électrique à pile à combustible, on considère, si on a une énergie primaire de 100 kWh sur le mix énergétique en Europe ou en France, on considère que pour faire 26, il faut 2,5, avec 100 kWh, on fait 25 kWh, non, on fait 40 kWh pardon, d'énergie électrique. D'accord? Jusque-là, vous me suivez? Oui. Donc 100 kWh d'énergie primaire, nucléaire ou fossile, enfin peu importe, on fait en moyenne en France, en fait en France c'est un peu plus, 40% de rendement. Voilà, donc on est sur 40 kWh, d'accord? Ensuite, il faut transformer cette énergie alternative, qui est toujours produite par des alternateurs, en énergie continue. Une petite perte de l'ordre de 5%. Ensuite, et là, on est sur un rendement avec un électrolyseur qui n'est pas un électrolyseur alcalin, mais un électrolyseur PEM. Donc, en réalité, l'électrolyseur alcalin est à 60% de rendement. Et à 75%, on est sur des générations d'électrolyseurs extrêmement performants qui, aujourd'hui, sont relativement minoritaires sur le marché. D'accord? Mais malgré ça, donc on descend de 39, on est déjà descendu à 28. Ensuite, effectivement, cet hydrogène, il faut le transporter, le transférer. On considère qu'il y a à peu près 10% de perte en ligne, ça fait 25 kWh. Ensuite, on va devoir le comprimer. Donc, on a effectivement de nouveau une perte de l'ordre de 10%, et en réalité, c'est plus. Parce qu'en réalité, les rendements réels des compresseurs sont moins bons que les rendements théoriques. Ensuite, la pile à combustible qui va retransformer cet hydrogène en électricité, elle va avoir un rendement de l'ordre de 52%. Ensuite, vous avez toute la chaîne de transmission du véhicule qui, lui, va avoir un rendement de l'ordre de 90%. Ça veut dire que mes 100 kWh de départ, je récupère 11 kWh aux roues du véhicule. Quand on compare ça à un véhicule à batterie, eh bien, on a toujours les 39, on a des pertes réseau, puisqu'il faut qu'on rejoigne le véhicule, on a toujours les 5% de pertes, on perd de l'énergie en chargeant les batteries, on perd un peu d'énergie à la restitution des batteries, et on a une petite perte qui est la même pour la truc. Mais finalement, on a quand même 25 kWh à la fin. Donc, on valorise 2 fois mieux l'énergie électrique avec une batterie qu'avec un moteur, avec une pile à combustible qui est issue d'hydrogène produit par électrolyse. Si on regarde les véhicules fossiles, est-ce que vous me suivez? Oui. Si on prend les véhicules, donc un moteur diesel, 100 kWh, donc là on est quelque part je sais pas, par exemple en Arabie Saoudite, on va se retrouver donc à la raffinerie avec le transport inclus à 80 kWh. Du puits à la pompe. Donc c'est déjà exceptionnel. Ça veut dire qu'on n'a perdu que 19 kWh entre le puits et la pompe. Mais le problème, c'est que là, le rendement d'un moteur et de toute sa transmission, le rendement moyen d'un moteur, il est de l'ordre de 23% pour un moteur diesel. Donc en pointe, un moteur diesel atteint 30%, même plus. Mais le problème, c'est que le moteur, il travaille à un régime qui est très variable. Il va travailler entre 800 tours et 3000 tours minute. Et il aura un rendement moyen de 23%. Et donc, on aura 19 kWh. Donc, les 100 kWh de départ, ils sont transformés à 19 kWh. Le moteur à essence a le même rendement du puits au réservoir. Par contre, c'est un plus mauvais cycle de Carnot. C'est-à-dire que, si vous voulez, le rendement, c'est un cycle de Carnot qui est moins bon parce que vous avez un delta température qui est moins bon. C'est pour ça qu'un moteur à essence produit moins de NOx. Mais d'un autre côté, il a un moins bon rendement. C'est pour ça qu'on consomme plus d'essence, parce qu'évidemment, le PCI de l'essence est plus faible, mais aussi parce que le rendement est moins bon. Donc, on passe de 19 à 15 kWh. Et concernant le véhicule à PAC, qui est la même technologie, sauf que l'origine de l'hydrogène est différente, eh bien, on a le prélèvement de la biomasse, la préparation, le transport, le broyage, on va perdre 6% à peu près. La production d'hydrogène, alors en réalité, là, c'est un petit peu optimiste. C'est un petit peu comme pour l'électrolyse où les 75% sont un petit peu optimistes. On est plutôt aux environs de 70%. Mais on reste, je dirais, sur un ratio, donc on va être plutôt aux environs de 70%. C'est-à-dire qu'ici, in fine, on sera probablement aux environs de 25 kWh. Mais
on est, vous voyez, sur un… D'ailleurs, le rendement qu'on a pris à 700 bars, il est moins bon que sur la partie véhicule de ce côté. Donc, mais on est voilà, sur, in fine, à peu près entre 25 et 30 kWh contre 11 kWh. Donc, effectivement, la discussion, c'est une discussion que j'ai souvent lue chez Jean-Marc Jancovici. Dès que j'aurai un moment, je le contacterai pour avoir ce débat avec lui, parce que je sais très bien que lui se réfère à ça. Et lui n'envisage que l'hydrogène sous l'angle de l'électrolyse. Je pourrais vous mettre en contact. Patrick Pellata dit qu'il est d'accord, mais il conteste une partie du raisonnement. Oui, je suis d'accord avec votre raisonnement qui est basé sur une énergie totale, en fait. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, et vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est très important, c'est le bilan CO2, qui, à mon avis, en plus, est encore plus favorable à la solution que vous proposez. Là, si vous avez bien compris. C'est un raisonnement purement d'énergéticien. C'est ça. Et vous avez raison. Et ce qui compte aujourd'hui, la nécessité d'efficacité énergétique. Et pour ça, je prendrai la défense des électrolyseurs aussi. Non, mais moi maintenant je parle en termes d'émissions CO2 pour différentes applications. Et là, dans ce cas-là, si on prend une électricité relativement décarbonée, ce qui est quand même le futur de la planète, tout le monde est en train de décarboner son électricité. Dieu merci, la France est plutôt en avance là-dessus. Dans ce cas-là, votre raisonnement sur la comparaison entre l'électricité et l'hydrogène et l'électrolyse, il reste vrai, parce qu'on change simplement l'entrée électrique. Hein. On a donc un écart qui est à peu près de 2,5. Moi, je le vois souvent entre 2,5 et 3 parce que vos chiffres sont un peu défavorables sur la charge-décharge batterie. C'est mieux que ça, en fait. C'est mieux que ça, oui. Alors, par contre, ils sont trop favorables sur le rendement de l'électrolyseur, mais ils sont effectivement… Moi, je pourrais vous passer le tableau. Oui, mais peu importe, c'est un peu un détail, c'est-à-dire qu'il y a un écart entre 2,5, ce que vous avez mis là, ou 2,4, hein, et un écart qui est plutôt en général de 3 avec les chiffres que j'ai. Mais c'est un peu détail. Par contre, votre solution, si j'ai bien compris, elle est plus favorable encore si on parle en CO2, parce que vous absorbez du CO2, enfin le CO2 que vous allez mettre dans le sol, là, c'est une absorption. Le reste que vous allez jeter dans l'atmosphère, mais si vous pouvez le récupérer et le stocker, c'est aussi, ou le mettre dans un e-fuel, vous avez fait un tour supplémentaire à l'énergie, donc c'est favorable. Ce que je voulais simplement dire, c'est que la comparaison électrique-électrolyse, elle est très favorable à l'électrique, en fait. C'est pour ça que sur la mobilité, je pense que l'hydrogène sur la mobilité, c'est une bonne idée seulement sur des très longs trajets, c'est-à-dire là où il y a vraiment besoin d'avoir une consommation pendant un temps long. C'est donc vrai pour les bateaux, c'est peut-être vrai pour les camions qui font des longs transports. Sur les pour les taxis, qui ont non, parce que les taxis, une batterie, là, en 2025, on recharge une batterie en 15 minutes. Oui, mais alors, ce serait intéressant à un moment que vous fassiez intervenir, je pense, Mathieu Gardy, le président de Hype, parce qu'il a un modèle économique qui est extrêmement… C'est très intéressant d'écouter sur la pertinence. Il a commencé par les batteries et effectivement, vous avez raison, mais même 15 minutes, c'est long. Et ce n'est pas seulement le problème, c'est que les chauffeurs de taxi peuvent difficilement, ce sont souvent des gens… Enfin, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais vous avez raison. Vous avez tout à fait raison quand on fait de l'hydrogène à partir d'électrolyse. Mais vous avez raison aussi Mais par contre, il y a des tas de mobilités comme la mobilité lourde. Oui, mais là, je suis d'accord. L'énergie d'une batterie, elle est très faible. Hein. Elle est 100 par kilo, 123 fois inférieure à celle… Je suis d'accord. Et mon dernier point, c'était… la priorité quand même pour la planète, c'est aussi de décarboner l'hydrogène qui est utilisé aujourd'hui, parce que les émissions CO2 de l'hydrogène aujourd'hui, de l'hydrogène produit, c'est 820 millions de tonnes de CO2, qui est quasiment la même chose que l'aviation commerciale d'avant Covid. Oui, je sais que c'est incroyable, c'est incroyable. Et oui, ça c'est une vérité qu'il faut dire, c'est la priorité des priorités, c'est de décarboner ça, quoi. Je suis complètement d'accord. Et c'est de décarboner tout ce pourquoi il n'y a pas d'autre solution. Parce que sur la mobilité, sur l'essentiel de la mobilité, c'est-à-dire des voitures, il y a les solutions batterie. Sur les camions lourds, il y aura peut-être les solutions avec l'autoroute. Nous, on propose des stations… Mais par contre, sur les bateaux, il n'y a pas de solution aujourd'hui pour décarboner les bateaux sur les longs trajets.
Sur les trains, là où les lignes ne sont pas électrifiées, il n'y a pas de solution non plus. Enfin, ça nécessite du temps et de l'énergie. Donc, il y a un certain nombre d'applications comme ça où je pense qu'on devrait d'abord diriger l'hydrogène. Et puis surtout, il faut décarboner la production d'acier, la production de ciment, etc., où là, il y a des besoins gigantesques, en fait. Oui, c'est 60 millions de tonnes, et vous avez raison, c'est 800 millions, c'est 7% des émissions de CO2 de l'industrie française, c'est pour faire de l'hydrogène. 7%. Alors, je pense que si on approfondit cette discussion technique, on a pour moi jusqu'à 22 heures et j'ai 7 personnes en attente. Philippe Calousdian. Bonsoir. Merci pour ces bilans, c'est très intéressant. La question que je me posais quand vous parliez tout à l'heure des déchets non affectés, je crois que c'était le terme que vous utilisiez, la biomasse non affectée. Qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui? On la laisse pourrir et se retransformer en CO2 là où elle est? Alors, il y a de la biomasse, effectivement, qui n'est absolument pas prélevée, notamment des déchets agricoles. C'est un sujet qu'on connaît bien parce qu'on a eu beaucoup de discussions. Il y a des quantités considérables de biomasse qui, aujourd'hui, ne sont pas valorisées, qui sont exportées ou absolument pas valorisées. La biomasse sylvicole, elle est laissée en place. Les déchets agricoles ont une valorisation qui est extrêmement faible. Et donc, moi, si vous voulez, on a tous les jours des producteurs de biomasse qui nous appellent pour nous demander si on peut les aider à trouver des débouchés. Ce n'est pas seulement une problématique pour eux de gagner de l'argent, c'est d'éviter un coût, c'est une problématique de coût évité. Donc l'enjeu il est très très important au niveau des collectivités, au niveau de certaines coopératives agricoles, au niveau, je dirais, on a fait par exemple l'an dernier, il y a 2 ans, un projet. Alors, je peux difficilement, je vais faire un tableau. On a fait ce projet que vous voyez peut-être sur la caméra, je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Ce projet, c'était quoi? Alors ça, c'était un projet plus conventionnel, assez industriel, de production d'électricité pour valoriser des grignons d'olive dans le sud de l'Italie. 200 000 tonnes par an, 50 mégawatts. Donc c'est un projet qu'on a réalisé entièrement donc ça a démarré il y a 3 ans. Et effectivement, tout ça, c'est du déchet qui n'est pas ou mal valorisé et qui finit effectivement par se putréfier. Et aujourd'hui, la production actuelle totale de biomasse sur Terre, c'est 20 fois la quantité de pétrole extraite par an. C'est considérable. Et la biomasse que vous avez, vous la payez ou pas? Ou est-ce que c'est un service que vous rendez? Quand on utilise la belle plaquette forestière, oui. Oui. Quand c'est des déchets. Parce qu'il y a un coût de traitement, il y a un coût de production, il y a un coût de logistique, et en même temps, la vraie plaquette forestière, pas d'écorce, mais vraiment du bois, ça coûte 20 € du mégawattheure rendu. Ouais. Et le lisier, les déchets, etc. Le lisier, on peut, par exemple, les CSR, c'est une redevance. C'est-à-dire qu'on se fait payer pour utiliser du CSR. Donc là, on a fait des petits calculs. Si on utilisait du CSR et ça marche très bien, on serait sur des coûts d'hydrogène, j'ose même pas en parler parce qu'on serait sur des coûts d'hydrogène de l'ordre de 1 € du kilo, en dessous d'1 € du kilo. Donc je veux parce que là on risque de casser c'est pas la peine d'aller annoncer des coûts d'hydrogène absurdes, mais si on est évidemment sur une biomasse à coût négatif, ce qui est le cas du CSR, donc les lisiers aujourd'hui, je dirais qu'un lisier n'a aucune valeur. C'est un coût pour un éleveur. Il faut quand même vous l'amener, donc il y a un coût de. Il y a quand même un coût de traitement. Il faut l'amener, il faut le sécher, donc c'est pas gratuit, mais c'est certainement pas 20 € du mégawattheure. Mais je n'ai pas fait d'études économiques. Aujourd'hui, on a un avantage compétitif assez important par le fait que la biomasse est une énergie primaire. C'est une énergie primaire, très bon marché. Et peu utilisée. Raoul Arvangas. Elle est utilisée à 12%. Ouais. Bonjour, merci de cette présentation. Ma question est un peu en lien avec ce qui vient d'être dit là. C'est le problème de la collecte. Finalement, vous avez un système qui semble bien fonctionner, mais bien entendu, il va être dépendant de la qualité, de la quantité de la collecte que vous devrez mettre en place à chaque projet. Alors, il y a d'abord la question, je voudrais savoir, c'est est-ce que ce coût quand même reste stable dans les différentes études que vous avez pu faire?
Et si vous passez à, disons, à une envergure beaucoup plus importante, nationale, sur un procédé comme ça, comment vous envisagez la logistique, peut-être avec des partenaires comme Suez ou Veolia? Alors, je vais vous donner un exemple, c'est celui de l'installation qu'on installe à Strasbourg, qui fera donc 30 kg d'hydrogène par jour, 30 kg d'hydrogène par heure, donc 720 kg d'hydrogène par jour. Cette installation, qui représente à peu près un parc de 1600 véhicules qui roulerait 15 000 km par an de type Toyota Mirai, consomme environ 5000 tonnes par an de biomasse. Une cogénération biomasse ou une chaufferie biomasse de 20 MW, qui est un peu le standard des chaufferies biomasse qu'on trouve aujourd'hui en France, c'est tout à fait standard, c'est-à-dire qu'ils répondent à l'arrêté ICPE 2910, c'est la limite, c'est 20 MW, et en général, elles sont dimensionnées pour ces 20 MW, qui vont alimenter par exemple une petite ville comme Vitry-le-François où nous sommes implantés, dont la ville, c'est à peu près 15 000 habitants, il y a une chaufferie qui aujourd'hui est proche de 20 MW pour chauffer les logements sociaux et certains bâtiments publics, d'autres bâtiments comme celui-ci. Et donc, en fait, ça va très très vite. Eh bien, une chaufferie de 20 MW consomme 10 fois plus de biomasse, c'est-à-dire aux environs de 50 000 tonnes par an s'il s'agit d'une cogénération. Et s'il s'agit d'une simple chaufferie, on est plutôt aux environs de 20 000 tonnes par an. Donc 4 fois plus que l'installation de Strasbourg. Et ce sont toujours des chaufferies qu'on a fait énormément de cogénération biomasse, puisqu'on a fait une trentaine d'installations dans le passé. Autant sur d'énormes installations comme les sites dont vous avez peut-être entendu parler dans le sud de la France, à Brignoles ou le site de Gardanne, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est des sites qui sont démesurés, qui représentent des centaines de mégawatts d'énergie thermique. Ça, c'est complètement démesuré, on n'arrive pas à trouver la biomasse localement. Mais si un site de 20 mégawatts, tous les plans d'appro qu'on a fait, qui ont été validés notamment par l'ADEME, se font dans des rayons inférieurs à 100 km pour 20 mégawatts, donc pour 50 000 tonnes. Donc lorsqu'on a une installation qui ne fait que 5 000 tonnes pour 1500 véhicules, eh bien, je dirais que normalement, dans un rayon de 50 km, on arrive à trouver la biomasse sans aucune difficulté. D'autant que le système de production d'hydrogène a un avantage par rapport à la combustion, c'est qu'on n'a pas les problématiques habituelles de la combustion où on est tout de suite confronté à la température de la flamme, la température adiabatique de flamme qui est supérieure très souvent à ce qu'on appelle la température de fusion des cendres. Et donc le problème auquel on est confronté, c'est quand ça arrive, on se retrouve avec des mâches-fer qui viennent se déposer dans les chaudières et qui font qu'on ne peut pas utiliser de nombreux résidus agricoles. C'est une des grandes problématiques auxquelles on est confronté dans les chaudières. C'est qu'il y a ce qu'on retrouve dans nos... Vous savez, cette espèce comme de la lave, hein, ça fait des amas un peu solides qui viennent encrasser les parois des chaudières. Nous n'avons pas ce problème puisque la première phase du process pour la production du char se fait à moins de 600 degrés. Et à 600 degrés, on est en dessous des températures de fusion de cendres qui se situent en général entre 800 et 1300 degrés. Or, les températures de flamme sont supérieures. Donc, on va aller pouvoir chercher des biomasses dont personne ne veut aujourd'hui. Donc, il va falloir qu'on ait des besoins considérables pour commencer à avoir des problèmes de logistique. Mais avant d'arriver là, on peut considérer que ça représenterait en France un parc qui se chiffrerait en millions de véhicules. Thierry Hernandez. De toute façon, on ne sera jamais les seuls. L'électrolyse a toute sa place, les batteries ont toute leur place et la mobilité ne se fera pas par une solution. C'est comme la méthanisation a toute sa place. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Nous avons des inconvénients par rapport à l'électrolyse, nous avons des avantages. Donc on ne sera pas du tout la façon unique de faire de l'hydrogène et l'hydrogène ne sera pas la façon unique d'aller alimenter des véhicules propres, puisqu'il y aura bien sûr une grande place pour les batteries. Je suis tout à fait d'accord avec, c'est M. Pellata, je crois, qui disait tout à l'heure, oui, les batteries sont tout à fait pertinentes pour des véhicules notamment à usage urbain. Thierry Hernandez. Oui, merci pour toutes ces précisions et pour l'enthousiasme que vous manifestez. Néanmoins, ça fait déjà beaucoup de temps qu'on entend parler de l'oxygène, de l'hydrogène, pardon. Vous nous avez dit que d'ici 5 à 10 ans, on serait équipé avec des parcs automobiles ou même de véhicules poids lourds de manière très significative.
qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, et en entendant les deux personnes citées qui ne voient aucun avenir pour l'hydrogène, qu'est-ce qui fait que ça bloque? Est-ce qu'il y aurait dans la tête de chacun d'entre nous, à un moment donné ou à un autre, l'idée que c'est dangereux de circuler avec des quantités dans son véhicule, avec ou sans accident, dans la vie quotidienne? Et en tout cas en cas d'accident. Alors, un véhicule à hydrogène est évidemment un véhicule, je dirais, c'est pas sans risque. Hein. Mais je serais tenté de dire que déjà, je vais répondre à la première question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça démarre? Qu'est-ce qui fait que ça décolle? Il y a trois raisons. La première raison, c'est qu'on a eu une évolution très rapide des technologies, à la fois de production et d'utilisation d'hydrogène. Donc, de production, on a une série de technologies qui se sont considérablement... Alors, les technologies existent depuis de nombreuses années. Ça fait depuis très longtemps qu'on sait aussi bien faire de l'hydrogène avec de la biomasse qu'à partir d'électrolyse. Mais le coût de production de ces technologies s'est considérablement réduit. Les cellules photovoltaïques existaient déjà dans les années 70. On les utilisait notamment dans les applications embarquées pour les satellites. Les piles à combustible existaient aussi. On avait des piles à combustible qui étaient embarquées dans des modules spatiaux dans les années 70. Mais le problème, c'est que c'est des technologies qui coûtaient très très cher. La seconde chose, c'est qu'il n'y avait pas de volonté politique d'aller de l'avant, puisqu'il n'y avait pas encore eu le fameux accord de Paris, il n'y avait pas toute cette prise de conscience générale par rapport au réchauffement climatique. Donc il y a quelque part, je vais utiliser un mot un petit peu, je dirais, un petit peu commun, mais il y a une forme d'alignement des planètes. Un petit peu comme il y a eu un début d'alignement des planètes sur les batteries. Les voitures électriques existaient avant les voitures à moteur thermique. On aurait pu rouler en voiture électrique. D'ailleurs, au début du XXe siècle, il y a des gens qui pensaient déjà que la voiture de demain serait la voiture électrique. On avait des batteries, ça existait. On aurait pu déjà démarrer avec des voitures électriques à l'époque. On ne l'a pas fait parce qu'il n'y avait pas l'écosystème pour le faire. Aujourd'hui, la voiture électrique a vraiment démarré. Et la voiture électrique, il faut la voir comme un précurseur de la voiture à hydrogène, puisque c'est les mêmes chaînes de transmission. Les piles à combustible, le prix est en train de se casser la figure. Très rapidement, le prix de la production d'hydrogène est lui aussi en train de se casser la figure. En fait, se casser la figure, ce n'est pas le mot, mais en train de se réduire. Donc, pour moi, oui, on a vraiment démarré, d'autant qu'il manquait encore un ingrédient, c'était l'amorçage de la pompe. C'était le problème de la poule et de l'œuf. Et les plans gouvernementaux sont là pour ça. Ce sont des plans massifs. La France, c'est 7,3 milliards d'euros. L'Allemagne, c'est 9 milliards d'euros. Le Portugal, 7 milliards d'euros. La Californie, c'est des sommes aussi qui sont très considérables. Le Green New Deal qui est en train d'être mis en place par Joe Biden, c'est des montants astronomiques qui comprennent un volume d'hydrogène majeur. La Chine a quasiment, je dirais aujourd'hui, privilégié l'hydrogène par rapport aux batteries. Donc, il y a effectivement un amorçage de pompe qui est maintenant effectif et qui est, je veux dire, il y a une volonté politique. Et si cette volonté politique, elle s'accompagne de possibilités technologiques, et aujourd'hui, on est un petit peu comme les écrans plats il y a 20 ans qui coûtaient 20 000 euros, et aujourd'hui, un écran plat coûte 1 000 euros. Donc, pour moi, aujourd'hui, le point de non-retour est dépassé. Et les gens qui pensent qu'effectivement l'hydrogène n'a pas d'avenir, je pense qu'ils se trompent. Parce que c'était peut-être vrai il y a 2 ans, parce que c'est vrai qu'on était encore dans une période, dans une incertitude. Nous-mêmes, nous posions des questions, parce qu'on se disait, il va falloir qu'à un moment, cette pompe, elle soit amorcée. Les gigantesques plans, parce qu'on n'a jamais vu des plans aussi massifs sur un seul secteur, font considérablement bouger les lignes. Maintenant, sur la seconde question, la dangerosité, je serais tenté de vous dire... Il y a 2 aspects, il y a la dangerosité et la peur. Et la peur. Alors, la peur, elle est liée, je pense, en grande partie à un accident qui a eu lieu en 1935. C'est la catastrophe de Lindenburg, qui donc est un... Le dirigeable. Le dirigeable. Donc, c'est quelque chose qui continue d'alimenter, même si les gens ne sont pas, comment dire...
conscients de ça. Donc, hydrogène égale danger. Si l'hydrogène avait été remplacé par du gaz naturel, ce qui n'aurait pas été possible parce que le dirigeable n'aurait pas volé, mais ça aurait été bien plus catastrophique parce que l'hydrogène a beaucoup moins et bien moins, je dirais, explosif et surtout beaucoup moins d'énergie par unité de volume que le gaz naturel. Mais ça n'a rien à voir. Mais il se trouve que c'est de l'hydrogène sur un volume gigantesque, donc ça fait un feu énorme. Donc forcément, il y a une peur. Il y a aussi la peur de la pression. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a plusieurs milliers de véhicules. On a à peu près 10 000 véhicules à hydrogène qui fonctionnent dans le monde. Et je n'ai jamais entendu parler d'une seule explosion, d'un seul incendie de véhicules hydrogène. Il y a des véhicules à essence qui brûlent. Un accident avec un véhicule avec une pression de 700 bars à l'intérieur, ça ne peut pas faire une explosion? Ce n'est pas arrivé encore, mais ça ne veut pas dire... Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de cette partie-là, mais ce que dit Toyota, c'est ce que disent les gens, c'est que l'hydrogène, si vous voulez, c'est un gaz qui a une caractéristique très intéressante, c'est que c'est un gaz extrêmement rapide. Lorsque vous mettez l'hydrogène dans un milieu qui est confiné, il va occuper tout le volume. Il va pas faire une nappe comme d'autres gaz. Il va tout occuper. Il va avoir une vitesse d'expansion qui est 10 fois supérieure au gaz naturel. Donc, si vous avez une fumée d'hydrogène, elle va partir partout. Donc ça, c'est un avantage quand vous êtes dans un milieu non confiné. Lorsque vous êtes dans un milieu confiné, il va falloir prendre en compte la dangerosité. Effectivement, il y a une dangerosité. On ne peut pas dire c'est un gaz inflammable. C'est un gaz qui est plus détonnant qu'explosif. Mais je pense que le risque n'est pas plus élevé que le risque d'un véhicule à essence. Et les précautions qui ont été prises pour l'hydrogène peuvent être comparées aux précautions qui ont été prises pour l'aéronautique. Alors j'ai vu tout à l'heure parmi dans l'assistance, on a un commandant pilote de chasse de Rafale. Est-ce que M. Suret est toujours là? Ah, justement, c'est à lui la parole. Ah bon, alors, je veux dire, si on ne faisait pas attention, un avion de chasse, ce serait épouvantablement dangereux, parce que je dirais, il ne demande qu'une chose, c'est à tomber l'avion. Et donc, comment on arrive à finalement avoir un niveau de fiabilité extrêmement élevé, on a très très peu de crash, c'est parce que on analyse les risques et on les traite. Eh bien, sur l'hydrogène, on fait la même chose. Les gens sont très conscients des risques, et je pense qu'in fine, le risque, aujourd'hui, il est peut-être inférieur à celui d'un véhicule à moteur thermique, pas parce qu'intrinsèquement le risque est plus faible, mais parce qu'il a été mieux traité. Alors, je passe la parole à Philippe Suret. Guillaume Suret, je ne savais pas que vous étiez pilote de Rafale. Alors, je trahis peut-être un secret, mais... Non, moi, bon, alors, il n'y a rien de secret. Moi, c'était plus une question par rapport à tout ce qui est l'utilisation même donc, de l'hydrogène. Est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui, et ce serait une limitation, moi, que je vois dans le procédé Inoca, d'exporter la technologie, le système, dans des pays où la biomasse est clairement manquante. Je pense par exemple à tout ce qui est le golfe arabo-persique. Est-ce qu'il serait envisageable, ou alors est-ce que ça fait partie de ce que vous avez expliqué, c'est pas intéressant par rapport à d'autres procédés, notamment d'utiliser le soleil dans ces endroits-là, est-ce qu'un jour ça pourrait être compétitif? C'est-à-dire qu'il faudra amener de la biomasse? Alors déjà, un gisement qui est considérable, on l'a vu tout à l'heure dans le diagramme, je ne sais pas si vous vous souvenez, les pays du Golfe arabo-persique produisent comme n'importe quel pays des ordures ménagères organiques. Et ces ordures représentent un volume qui est comparable à celui de la forêt, c'est-à-dire 20% du gisement total de la matière organique, c'est finalement des déchets que nous produisons. Et donc, évidemment, c'est issu à la fois de la consommation, de l'alimentation, mais pas que. On a aussi tout ce qu'on appelle les CSR, les CSR qui sont un gisement très intéressant, c'est ce qu'on appelle les combustibles solides de récupération. On a tout ce qui est bois de récupération. Et effectivement, donc tout ça, déjà, ça représente des gisements de biomasse. Effectivement, ces pays auront relativement peu de biomasse sylvicole, ils n'en auront pas du tout même. Très peu de biomasse primaire. Par contre, ils auront des algues. Ça, c'est des algues qui sont une biomasse qui peut être très intéressante. Et puis tous ces déchets. Mais on n'a pas forcément effectivement vocation à privilégier dans un premier temps ces pays, notamment du Golfe arabo-persique, parce que déjà, ils ont
et c'est le hasard qui fait ça, mais c'est comme ça, ils ont du pétrole, et ce seront peut-être les derniers à s'intéresser à l'hydrogène, mais effectivement, on pourra exploiter toutes ces biomasses déchets et ça représentera des volumes assez considérables d'hydrogène. Philippe Tardivon. Oui. Merci pour cet exposé très intéressant. Moi, je travaille à la SNCF et je voudrais revenir en quelques minutes sur le transport ferroviaire. Vous disiez que Alstom faisait circuler des trains H2. Aujourd'hui, il n'est envisagé que des piles à combustible sur les trains. Et j'avais cru comprendre dans votre exposé que vous ne croyez pas du tout aux moteurs à combustion interne d'hydrogène. Or, il semble qu'un certain nombre de motoristes s'intéressent à cette technologie. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de précision sur votre réserve sur ce sujet? Et puis, deuxième question, si vous permettez. Vous avez déjà partiellement répondu, notamment sur l'installation de production que vous allez mettre en place à Strasbourg, où si j'ai bien compris, c'est 30 kg par heure d'hydrogène que vous serez en mesure de produire. Est-ce que c'est un maxi dans vos systèmes de production ou vous pouvez aller au-delà? Alors non, ce n'est pas du tout un maxi. Alors déjà, je vais répondre à la première question. Nous discutons avec des motoristes pour alimenter directement. Quand on fait de l'hydrogène, on fait un précurseur d'hydrogène qui est un syngaz qui contient une majorité d'hydrogène mélangé à d'autres gaz, du CO, du CO2, de l'H2O. Et ce gaz est beaucoup moins cher que l'hydrogène, parce que c'est un gaz qui n'a pas été purifié, donc on n'a pas toute la conversion du CO en CO2 avec la réaction de gaz à l'eau, et donc on peut effectivement alimenter des moteurs, et on discute avec des motoristes pour faire ça. Alors le problème de l'hydrogène, c'est que c'est un gaz qui est particulièrement détonnant. Et donc, on est obligé de déclasser le moteur, donc on est obligé d'avoir un taux de compression plus bas. Donc, on a un rendement finalement de moteur qui est bien plus bas qu'un moteur diesel. Un moteur gaz, par exemple CH4, on arrive maintenant à des niveaux de rendement sur des moteurs statiques de 45%. Sur le moteur hydrogène, on va être obligé de déclasser son rendement sur un moteur avec un régime constant, et on parle de moteurs de plusieurs mégawatts, donc des moteurs lents avec un très bon rendement, des moteurs type Yann Berrer ou Caterpillar, on va atteindre des rendements de 35%. Mais si c'est sur des applications mobiles avec des régimes variables, les rendements seront encore plus bas, sachant qu'en plus, il faut rajouter toutes les pertes de transmission dans la boîte de vitesse, dans toute la chaîne de transmission. Donc, finalement, on aura des rendements qui seront très inférieurs à ceux d'une pile à combustible si on utilise de l'hydrogène pur. En revanche, si on exploite un gaz qui lui-même est mélangé à autre chose que de l'hydrogène, là, on peut effectivement envisager des applications pour, par exemple, embarquer sur bateau, où on va faire une pyrolyse qui va, par définition, produire un mélange CO-hydrogène avec du CO2, de l'azote. Et si on a une pyrolyse qui fonctionne notamment à l'air, donc avec l'introduction d'azote, c'est trop cher d'aller séparer cet azote. Et donc, du coup, on va avoir un syngaz qui sera riche en hydrogène, mais pas que. Et là, dans ces conditions, l'idéal, c'est d'aller l'utiliser dans un moteur. Oui, ça oui. Mais avec, effectivement, le corollaire, c'est qu'on a des rendements qui ne sont pas très bons. Et on a des émissions, on produit des NOx, on produit des particules, parce que le moteur, c'est le propre d'un moteur à combustion. Donc, la technologie moteur thermique n'est pas du tout abandonnée, mais c'est simplement, effectivement, ça ne répond pas aux enjeux, ça répond aux enjeux décarbonation, mais ça ne répond pas aux enjeux dépollution. Mais par contre, effectivement, sur des solutions embarquées, sur un navire, par exemple, qui veut valoriser énergétiquement, par exemple, les déchets, on veut se débarrasser des déchets, il y a des tas de projets dans ce sens, et on ne veut pas les jeter en mer, on ne veut pas les accumuler, donc on va les pyrolyser, on va les chauffer pour faire un gaz suffisamment pur, débarrassé de ces goudrons qui va alimenter, et là, effectivement, ce sera probablement un moteur interne, un moteur à combustion. Jacques Boivin. Oui, vous avez déjà un petit peu évoqué les questions, mais vous êtes des ingénieurs, vous êtes des chercheurs. Comment envisagez-vous le déploiement de votre système? Est-ce que vous pensez avoir de grandes unités ou au contraire des unités plus petites près des sources de biomasse?
et avec quelle structure de capitaux ou quelles alliances? Alors, aujourd'hui, si vous voulez, on va continuer à procéder à des levées de fonds pour financer, effectivement, un peu à l'instar de compagnies dont vous avez entendu parler comme McPhy. Et on a fait un choix technologique différent, mais on est positionné sur un même segment qui est celui de la production d'hydrogène. Sur la capacité des systèmes, le plus petit système qu'on va proposer, c'est un système aux environs de 200 kg d'hydrogène par jour. Par contre, le plus gros système qu'on sera en mesure de proposer, on devrait s'approcher de la tonne d'hydrogène à l'heure, donc 24 tonnes par jour, donc sur de très gros systèmes. Avec une philosophie qui est très différente, là on n'aura plus de biochar parce qu'on valorisera le char le char produit va servir à nous aider à améliorer la production d'hydrogène. On sera plus sur des systèmes centralisés, mais on peut aller sur des très grosses capacités. Et la limite pour nous, ça n'est pas la technologie, c'est plutôt de se dire qu'au-delà de 24 tonnes jour, on est sur des systèmes qui deviennent trop gros pour avoir un plan d'approvisionnement crédible. C'est-à-dire qu'on ira chercher la biomasse, en fait, ça sera plutôt du déchet trop loin. Donc notre problématique, c'est plutôt de raisonner par rapport à un plan d'approvisionnement dans un rayon qu'on définit comme maximum de 100 km. Et on considère que raisonnablement, au-delà de 25 tonnes d'hydrogène par jour, il faudra sans doute aller chercher, sauf si on se trouve dans des grands centres urbains. Et après, il y a une deuxième notion, c'est la notion de besoin en hydrogène. Il faut qu'on ait un besoin pour une telle capacité, parce que là, on est sur des capacités gigantesques. Alors, on n'a pas de limite technologique, en fait. La discussion, on a beaucoup parlé technique, évidemment, c'est passionnant. On n'a pas du tout parlé business, on en parle un petit peu maintenant. En termes de, vous êtes encore une petite entreprise, en termes de financement de toutes ces activités, l'argent pleut en ce moment ou pas? C'est facile de trouver de lever des fonds ou pas? Oui, alors on est très sollicité actuellement, très sollicité. Je ne veux pas dire que l'argent pleut parce que ce serait péremptoire, mais si je prends l'exemple de McPhy, qui est assez remarquable et que je trouve admirable, ils avaient une valorisation il y a un an d'environ 60 millions d'euros. Donc qui est très facile à voir puisqu'ils sont en bourse. Nous, on n'est pas en bourse, mais eux sont en bourse. Donc on connaît la valorisation au jour le jour. Et ils ont procédé à une levée de fonds de 180 millions d'euros il n'y a pas longtemps, et leur valorisation totale actuelle est de 950 millions d'euros. Ils ont même dépassé le milliard à un moment, ce qui veut dire qu'en l'espace d'un an, ils sont passés de 60 millions à 1 milliard en passant par une levée intermédiaire de 180 millions. Donc si on raisonne à périmètre équivalent, on va dire qu'ils sont passés de 60 millions à environ 800 millions d'euros. Et quand on regarde ce qui s'est passé, ce sont plus des aspects exogènes que des aspects endogènes qui expliquent cette évolution. Et ces aspects sont liés à ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce que j'appelle l'amorçage de la pompe. Ce sont les gigantesques plans. C'est qu'il y avait de la part des investisseurs cette notion, mais oui, mais tout ça c'est super, mais par quoi ça va démarrer? Comment va-t-on financer? Et la pompe étant amorcée aujourd'hui, effectivement, il y a une recherche très forte de ce qu'on appelle de papier sur l'hydrogène. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas de problème, effectivement, d'attirer des fonds pour investir dans des entreprises qui produisent ou qui ont des équipements qui produisent de l'hydrogène. Mais ça, c'est, comme disait Pierre-Noël Giraud, qui est prof d'économie à l'École des Mines, la finance et le commerce des promesses. À partir du moment où tout le monde voit un avenir formidable à l'hydrogène, ça fait forcément, ça attire du papier et des financeurs. Mais ce n'est pas forcé que ça dure. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous craignez qu'il y ait une espèce de... C'était comme la nouvelle économie dans les années 2000. Il y a eu un emballement, puis après, plouf. Oui, alors, vous avez raison. Il y a ce risque. Et est-ce que vous trouvez facilement des financeurs? C'est-à-dire, vous avez des fonds, vous avez des subventions, l'État... par exemple, si vous voulez faire de levée de fonds, est-ce que vous trouvez facilement quel genre de financeurs Alors, il y a des fonds. Il y a deux grandes familles, si vous voulez. Il y a quatre façons de financer les projets. Il y a les subventions, mais c'est toujours
supplétif, hein, c'est-à-dire qu'on n'obtient jamais une subvention à partir de zéro. En général, c'est souvent 1 euro de fonds propres pour 1 euro de subvention, sous réserve de remplir des conditions qui sont souvent très restrictives et limitées dans le temps. Ensuite, vous avez évidemment tout ce qui est dette, mais ça, c'est pareil, c'est limité. Et il y a la problématique du risque, donc c'est pareil. Et enfin, il y a tout ce qui est capital, donc equity. Et là, vous avez 2 grandes familles de financement. Vous avez ce qu'on appelle la bourse, donc les IPO, et enfin ce qu'on appelle le financement privé, le private equity. Et toutes les solutions aujourd'hui sont ouvertes. Il y a des investisseurs qui se sont vraiment spécialisés sur les clean tech et qui se sont dotés de structures d'ingénierie, d'analyse pour évaluer les projets. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Parce que quand on a fait notre levée de fonds en 2019, on n'avait pas du tout cette perception d'intérêt qu'on a aujourd'hui. On était plus dans la mode à l'époque des medtech, moins dans la mode des clean tech. Alors, vous avez raison, il y a un effet de mode. Donc, il y a un risque de bulle. C'est ce Je ne pense pas qu'on y soit. Je ne pense pas qu'on y soit. C'est ce que dit Pierre Nogiro. C'est une perception. Oui. C'est ce que dit Pierre Nogiro. Il y a des moments, il y a des manies qui naissent et ça fait monter. C'est pas la tulipe hollandaise. Hein, alors, on approche de la fin. On n'en est pas là encore. Mais il faut veiller effectivement à ce que ça n'arrive pas. Oui. Marc Vallès. Oui, bonsoir à tous. Je me présente peut-être, je ne suis pas connu, je suis actuellement directeur des programmes spatiaux de Dassault Aviation, mais j'ai 25 ans d'expérience dans l'hydrogène. J'en ai manipulé des dizaines ou des centaines de tonnes, même, je pense, d'une certaine façon. J'étais dans la propulsion fusée et dans Ariane 5, donc j'étais le responsable de la qualification du premier étage, le pédage principal de technique d'Ariane 5, par exemple. Donc, c'était pour dire que sur l'aspect sécurité, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on souffre de désinformation et que même s'il faut être très prudent dans la manipulation de l'hydrogène, finalement, quand on le sait le dompter un petit peu, il est plutôt moins dangereux, effectivement, que le kérosène ou le gasoil qu'on a l'habitude d'avoir dans nos véhicules. Et donc, il va falloir que petit à petit, je pense qu'il y ait de la communication sur le sujet. Et puis, y compris quand il est à 700 ou 800 bars, donc, j'ai eu plus de 20 mètres cubes à 800 bars d'hydrogène à gérer ou 70 mètres cubes à 250 bars d'hydrogène liquide. Il n'y a aucune chance pour que ça claque avant que la voiture soit détruite. D'ailleurs, les crash tests qui ont été faits avec des voitures qui avaient des réservoirs 800 bars à hydrogène, il ne reste plus rien de la voiture et le réservoir il est encore intègre. Et comme il y a des tout petits trous pour que ça fuit tout doucement juste ce dont on a besoin, ça fait juste et puis ça part très vite vers le haut. La vitesse d'élévation de l'hydrogène tout seul dans l'air, ça s'approche des 20 mètres par seconde. La molécule est tellement petite qu'elle file à toute vitesse dans l'air, donc elle s'échappe très très vite vers le haut. Et donc ça monte beaucoup plus vite que des bulles d'air du Perrier ou dans l'air. Voilà. Donc ça, c'était juste sur l'aspect sécurité, mais je pense que ça va venir petit à petit. Il va falloir que la population se rende compte et qu'on leur montre des films. On n'a pas trop aujourd'hui envie de montrer, mais il y a des essais qui sont faits et qui ont démontré que un incendie de voiture hydrogène, c'est moins dangereux qu'un incendie d'une voiture gasoil ou essence. Il se passe moins de choses. Mais bon, on n'a pas envie de le montrer aujourd'hui, puisqu'on ne saurait pas fournir la clientèle. On ne va pas faire peur aux gens qui conduisent des voitures. Donc ça, c'est le premier point, juste pour... c'est plus, je pense, pour humoristique qu'autre chose. Ce qui me paraît plus important, c'est que très souvent, quand on fait toutes nos analyses, on se positionne en tant que Français dans un pays qui bénéficie effectivement d'un réseau énergétique installé depuis très longtemps, qui est la chance en plus, notre mix n'est pas trop mauvais, contrairement aux Allemands. Et donc, on fait des calculs de rentabilité. Moi, j'ai vécu toute mon enfance en Afrique, une partie en Asie, j'ai vécu sur les 5 continents. Il y a énormément quand même de population aujourd'hui qui n'a pas d'accès à l'énergie. Elle ne l'a pas. Zéro, rien. Et puis même le pétrole, etc., c'est pas si facile que ça. Et donc, à partir du moment où on dit on serait capable, moyant des procédés qui peuvent être à différentes dimensions, comme ça a été expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être pas au niveau individuel, mais enfin en dimension d'un petit village jusqu'à des dimensions qui peuvent être celles d'une ville capable de générer de l'énergie stockable, utilisable, aussi bien pour se chauffer que pour faire de l'électricité, même si les rendements ne sont pas extraordinaires. Je pense que c'est une prise de hauteur qu'il faut avoir
Hein, et globalement, si on regarde après dans la durée par rapport à du photovoltaïque qui finalement, même s'il a baissé en coût, s'il ne règle pas le problème du stockage, c'est pareil pour l'éolien. Donc je pense que globalement, la biomasse plus le stockage d'hydrogène, plus l'ensemble des ENR, c'est véritablement une solution. Et c'est, je pense à nous, les pays qui procédons ces technologies, qui avons les possibilités justement d'enclencher, comme on disait tout à l'heure, des projets pour pouvoir assurer des développements. C'est à nous d'être conscients que ce qu'on peut mettre en place, non seulement chez nous en France, de façon plus ou moins rentable, c'est extraordinairement rentable si on l'exporte dans des pays qui en ont besoin. Et je pense que c'est tout à fait possible. Je voulais juste passer ce message-là. Très bien. Alors, je vais peut-être passer la parole à Patrick Pellata qui avait plein de questions. Non, plus le temps passait, plus il bouillait de questions. Non, j'ai eu une grosse question. En fait, je suis en train de travailler en ce moment sur le fret, la décarbonation du fret longue distance. Moi, je travaille depuis très longtemps sur les voitures électriques chez Renault, là où j'ai lancé les programmes en question. Mais en ce moment, on m'a demandé de travailler là, sur le fret longue distance. Et en gros, ça représente 80 TWh. Votre module à taille humaine régionale là, de 20 MW par 8000 heures, ça veut dire qu'il fait 160 gigawattheures à l'année. Ça veut dire qu'il faudrait 500 stations comme ça pour couvrir les besoins du fret longue distance en France. Et ma question, elle est assez simple. Est-ce que vous pensez qu'en 10 ans ou 15 ans, c'est quelque chose de faisable, c'est-à-dire à la fois au niveau des ressources et d'une implantation raisonnable vis-à-vis des grands flux de fret longue distance? Une question importante pour moi en ce moment. Alors, sur la ressource, je vous réponds tout de suite oui, parce que la ressource, elle est immédiatement disponible. Et même, je dirais, ça va s'améliorer parce qu'on est aujourd'hui extrêmement imparfait dans notre capacité à récupérer, à entretenir les forêts. Il y a des tas de forêts parce que la forêt française est extrêmement morcelée, mais on est pareil au niveau des déchets agricoles. C'est extrêmement mal optimisé au niveau des CSR, c'est mal optimisé. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de création de valeur, je n'ai aucun doute, les 80 TWh ne posent aucun problème puisque tout à l'heure je vous ai donné le chiffre. La biomasse disponible non affectée par une concurrence d'usage aujourd'hui, c'est 1000 TWh. Donc sur 1000 TWh, il y a de la biomasse qui sera difficile à aller prélever, à aller chercher parce qu'elle est difficilement accessible, parce que ça va coûter cher. Mais 80 TWh, il n'y a aucune difficulté, aucune. Et l'investissement pour votre module de 20 MW, alors c'est quoi? Je vais pas vous donner les prix sont en train de descendre très très vite et je vais pas vous donner de sornette. Il faudrait que je m'isole. Il faudrait je sais pas si vous pourrez récupérer mes coordonnées, qu'on puisse. Bien sûr. Mais voilà. Mais l'objectif, si vous voulez, c'est d'arriver sur un prix d'hydrogène à 20 bars qui soit inférieur à 3 € du kilo. Et pour revenir à votre question, comment est-ce qu'on va pouvoir arriver à déployer rapidement? Alors, on a fait un choix industriel qui est issu un peu à la fois de notre histoire et de mon expérience. C'est d'avoir une technologie complètement standardisée, containerisable, avec une phase chantier réduite à sa plus simple expression, parce qu'on destine en grande partie cette technologie à l'export, et on a eu des problématiques de transport maritime dès qu'on sort des chemins. Donc, tous les modules sont constitués, si vous voulez, ce sont des modules qui sont livrés en container 40 pieds iCube et qui sont ensuite qui sont prétestés de façon à standardiser. Et lorsqu'on va avoir cherché des modules de grande capacité, on va mettre plusieurs modules ensemble de façon à atteindre la capacité désirée. Donc ça nous permet d'aller très très vite dans le déploiement industriel. Et bien évidemment, un de nos enjeux, ça va être de financer la croissance, donc avec les deux axes, déploiement commercial, déploiement industriel, pour aller aussi vite que la demande du marché. Parce que si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera à notre place. On est sur un marché qui est aujourd'hui qui est très fragmenté, qui est en train de se concentrer. La levée de fonds de McPhy, je dirais, c'est un signal très fort, mais aussi ce qu'on est en train de voir chez Nel, chez ITM,
chez Hydrogenics, Air Liquide, on se rend compte que c'est un marché qui va se concentrer comme tous les marchés en forte croissance et nous comptons bien faire partie des acteurs majeurs de cette filière. Et donc, notre credo, c'est d'être capable de suivre la demande du marché. Donc, si demain, vous avez 80 TWh, notre objectif, c'est d'aller chercher les fonds dont on a besoin pour être capable de servir ce marché. Parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, c'est un autre qui le fera à notre place et qui prendra des parts de marché et qui finalement pourra remettre en question notre pérennité. Donc, je ne sais pas si je vous ai répondu. J'ai compris que je pouvais passer à Patrick Palata vos coordonnées mail et c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est fait. Voilà. Super, merci. Je vais rentrer en contact avec vous. Parce que vous pouvez les passer à toutes les personnes qui le souhaitent, il n'y a aucun souci. Oui. Voilà. Écoutez, merci. On aurait pu discuter encore pas mal de temps, mais c'était passionnant. Comme vous voyez, le système d'échange marche pas mal, même en visio. Ça a bien marché. Et donc, dans quelques temps, vous aurez un compte-rendu qui va tout remettre en ordre. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.